Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un petit diaporama sur Eugène Ionesco dans le cadre de notre parcours associé sur le théâtre de la condition humaine, puisque l'un des prochains textes que vous aurez à faire en analyse linéaire sera un extrait du dénouement du roi semeur, donc d'Eugène Ionesco. Eugène Ionesco, tout d'abord, quelques éléments biographiques. Vous pouvez voir sa photo à droite, il a l'air très très heureux, oui, je sais. Il est né en 1909 en Roumanie. Toutefois, le français a été immédiatement sa langue maternelle puisque sa mère était française. Et à l'âge de 1 an, il vient s'installer en France. Et c'est seulement en 1922 qu'il retournera dans son pays d'origine. À Bucarest, il va suivre d'ailleurs des cours de littérature française et deviendra professeur dans cette matière avant de se marier avec une étudiante en philosophie. En 1938, le couple s'installe en France et ils passeront en zone sud à Marseille en 1944. En 1945, le couple va retourner à Paris et survit grâce à des petits métiers, notamment Ionesco sera correcteur dans une maison d'édition. Passons aux éléments bibliographiques, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. On avait déjà parlé ensemble en cours de la cantatrice chauve. Rappelez-vous, on avait étudié la scène d'exposition où Monsieur et Madame Smith sont dans un salon anglais avec un fauteuil anglais, ils fument une pipe anglaise, il lit un journal anglais, etc. Vous vous rappelez de cette répétition complètement absurde de l'adjectif anglais. Et en effet, cette cantatrice chauve est considérée comme une anti-pièce de la part d'Eugène Ionesco. Je vous avais déjà expliqué aussi à l'époque que pour écrire cette pièce, il s'était inspiré de l'absurdité de certains de nos échanges verbaux en lisant notamment la méthode assimile en anglais, où on apprend des phrases type, j'exagère un petit peu, mais Brian is in the kitchen, par exemple. Rappelez-vous, la pièce commence aussi sur cet enchaînement absurde. On a toute la longue didascalie avec la répétition du mot anglais et on a la pendule sonne 12 fois. Madame Smith s'exclame alors, tiens, il est 9 heures. Donc on voit très bien qu'on est dans une situation totalement absurde. Rappelez-vous aussi que le titre La cantatrice chauve, titre déjà un petit peu bizarre, l'est d'autant plus que l'on n'entendra jamais parler de cette cantatrice chauve, si ce n'est sous une forme d'allusion à la fin de la pièce. Ainsi, pour Ionesco, l'absurde, ce n'est pas l'absurde de Camus, d'accord, ou de Sartre, c'est un absurde qui naît des situations les plus triviales et les plus ordinaires. Il va donc mettre en scène des lieux communs que les personnages vont s'échanger un peu comme dans une sorte de partie de ping-pong et l'ensemble baigne donc dans une absurdité la plus totale. Ainsi, il veut dénoncer le conformisme de la société et le langage automatique que nous pouvons avoir tendance à utiliser. Autre pièce célèbre de Eugène Ionesco, La Leçon, qui est écrite en 1951, qui sera vraiment publiée en 1953. Ionesco utilise pour parler de cette pièce l'expression drame comique. En effet, il faut aussi savoir que pour Ionesco, le comique et le tragique ne sont pas foncièrement différents et que les deux peuvent se mélanger. Qu'une situation comique peut devenir tragique, par exemple le comique de répétition peut montrer l'enfermement d'un personnage dans une situation inextricable. Dans la leçon, il va mettre en scène la relation pédagogique stéréotypée entre un professeur et son élève. Cette relation est caricaturée en quelque sorte en relation sadomasochiste. Mais on peut se demander d'ailleurs si c'est vraiment une caricature, et je vous laisse y réfléchir. Est-ce que nous, professeurs, parfois, nous ne vous torturons pas un petit peu l'esprit? Et le corps, ça je ne sais pas. Je rigole. Alors, la pièce en un acte se clôture par un meurtre. Je vous rassure, confinement oblige, je n'en arriverai pas là avec vous. Et sur l'amorce de la répétition infinie de la situation initiale. C'est-à-dire que, à la fin de la pièce, après avoir tué son élève, il y a une nouvelle élève qui arrive et qui, visiblement, risque de connaître le même sort. Autre pièce célèbre de Ionesco, Les Chaises, de 1952. Alors, vous vous rappelez, on en avait un petit peu discuté aussi ensemble en classe. Dans Les Chaises, on a deux vieillards, vrais faux vieillards, on ne sait pas trop leur âge, mais des personnages qui rappellent en quelque sorte les personnages de Beckett. Ces personnages, visiblement, sont enfermés dans un lieu, alors qu'un déluge, non pas le coronavirus, juste un déluge, s'est abattu sur Paris. Pour autant, ils ne semblent pas effrayés du tout et ils continuent à converser l'un avec l'autre. Ce déluge à l'époque peut faire plutôt référence à la guerre froide qui menace et qui
occasionnent des phénomènes de repli sur soi et qui donc se traduit ainsi dans la pièce. Dans cette pièce, les personnages ressassent des souvenirs, des déceptions. En fait, ils se rendent compte que leur vie est complètement ratée et ils attendent des invités qui ne viennent pas. Ça peut vous rappeler une pièce de Beckett dont on a parlé ensemble, En attendant Godot. Vladimir et Estragon sont au milieu d'une route avec un seul arbre. Ils attendent ce fameux Godot qui ne viendra jamais. On avait expliqué que Godot, ça pouvait être la représentation de Dieu et d'un Dieu qui finalement serait absent et en tout cas ne viendrait pas sauver l'humanité. Autour d'eux, toutes les chaises se multiplient alors que les invités n'arrivent jamais. Situation encore une fois absurde. Personnage très important dans la bibliographie de Ionesco, c'est le personnage de Béranger. Ce personnage, il va apparaître pour la première fois en 1959 dans une pièce qui s'appelle Tueur sans gage. Ce personnage de Béranger est une sorte d'alter ego de l'auteur et Ionesco va le faire revenir à plusieurs reprises. Ce personnage est caractérisé par son innocence et son courage. Néanmoins, la pièce la plus marquante qui met en scène ce personnage de Béranger, c'est la pièce Rhinocéros, qui sera publiée en 1960. Dans Rhinocéros, on l'avait un petit peu évoqué aussi quand on avait fait un peu un panorama de l'histoire du théâtre. C'est un petit village où tout le monde se transforme en rhinocéros. Ce qui peut être une allusion aux dérives fascistes de l'époque, à toutes ces hystéries collectives. Alors, il y a des courants fascistes en Roumanie à l'époque et surtout des dérives staliniennes, par exemple. Ça peut être aussi une référence, alors là, avec un espace dans le temps, à tout cet embrigadement aussi nazi à l'époque d'Hitler. Donc tout le monde, sauf Béranger, se transforme en rhinocéros. Béranger va refuser jusqu'au bout de se laisser embrigader justement par ces rhinocéros. En effet, le monologue final comprend ce passage que je vous ai retranscrit. Contre tout le monde, je me défendrai. Contre tout le monde, je me défendrai. Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu'au bout. Je ne capitule pas. Béranger, on le retrouve enfin dans la pièce qui est considérée probablement comme le chef-d'œuvre de Ionesco et qui s'intitule Le roi se meurt. Cette pièce raconte l'agonie d'un roi en même temps que la destruction de son royaume. Béranger Ier est sur le point de mourir, mais s'y refuse. Tous les personnages autour de lui essaient de le préparer à cette ultime étape. Le palais va se fissurer, le roi va perdre sa mobilité, sa vue, jusqu'à finir par mourir. À la fin, je ne vous spoil pas, je ne vous divulgage pas même. La fin, le titre est assez explicite. Je vous laisse regarder l'extrait vidéo d'une mise en scène où le roi est interprété par Michel Bouquet. Je vous laisse en profiter. Nous verrons bien si je n'ai plus de pouvoir. Prouve que tu en as, peu si tu veux. Je prouve que je veux. Je prouve que je peux. Ah, d'abord lève-toi. Nous verrons bien si je n'ai plus de pouvoir. Prouve que tu en as, peu si tu veux. Je prouve que je veux. Je prouve que je peux. Ah, d'abord lève-toi. Je plais. Ah, tu vois comme c'est simple. Vous voyez comme c'est simple. Vous êtes des farceurs, des conjurés, des bolcheviks. Non, non, tout seul. Puisque je peux tout seul. Je me relève tout seul. Vive le roi! Le roi se meurt! Vive le roi! Vive le roi! Le roi est mort! Vive le roi! Quelle comédie! Vive le roi! Le roi se meurt! Oh, lève-toi avec le roi! Vive le roi! Vive le roi! Ah, vous voyez bien, ça va mieux. Oh, c'est le mieux de la fin. N'est-ce pas, docteur? C'est évident, ce n'est que le mieux de la fin. J'avais glissé, tout simplement. Cela peut arriver, cela arrive. Ma couronne. C'est mauvais signe. N'y crois pas. C'est mauvais N'y signe. crois pas. Tiens-le bien dans ta main. Ferme le poing. Vive le... Vive le roi! Majesté! Oh, il faut la calmer, celle-là. Elle prend la parole à tort et à travers. Elle ne doit plus parler sans notre permission. Essayez maintenant de lui faire comprendre. Majesté, il y a une dizaine d'années, ou bien il y a 3 jours,
Votre empire a été florissant. En 3 jours, vous avez perdu les guerres que vous aviez gagnées. Celles que vous aviez perdues, vous les avez reperdues. Depuis que les récoltes ont pourri et que le désert envahit notre continent. Donc voilà pour cet extrait, vous voyez un peu l'état du roi qui est en train de se dégrader. Voilà, on achèvera sur cela notre capsule vidéo sur Eugène Ionesco et je vous dis à très bientôt pour un autre diaporama. De cette façon, bonne journée à tous et bon courage pour le confinement.